Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Bock, auteur du livre Renaissance, qui traite donc de la doctrine ethno-progressiste, doctrine qui va nous permettre, nous les peuples, les pays, de retrouver la voie de la richesse, puisqu'on va subir une grosse perte de richesse dans les prochaines dizaines d'années, suite à des effondrements multiples avec des causes multiples. Et donc on aura besoin d'une doctrine, d'un nouvel ensemble d'idées économiques pour nous redresser. Et cette vidéo aujourd'hui, c'est un résumé en fait de la doctrine ethno-progressiste pour qu'on puisse enfin comprendre qu'est-ce qui fait la richesse d'une nation et comment est-ce qu'en utilisant la connaissance de cette richesse, on peut parvenir à la reproduire, à reproduire en fait les mécanismes qui ont mené d'autres nations à la richesse, comment est-ce qu'on peut refaire la même chose pour nous sortir de la pauvreté. Donc cette vidéo va être divisée en plusieurs parties et je vais commencer par une définition de l'ethno-progressisme. Donc l'ethnoprogressisme est une doctrine économique, politique, voire religieuse, au même titre que les doctrines libérales, capitalistes, communistes, socialistes. C'est-à-dire que ce sont des ensembles d'idées qui en fait définissent la société selon un point de vue et qui donnent une direction à la société. Donc pour prendre l'exemple le plus caricatural, on a la société communiste qui a un rêve, c'est la société égalitaire parfaite, où en fait tous les travailleurs seraient égaux, gagneraient plus ou moins la même chose, et où le logement, la santé, le travail seraient organisés par une sorte d'élite scientifique qui organiserait la société pour que chacun puisse trouver son bonheur. Donc c'est une utopie, c'est un rêve, c'est un but suprême que le communiste porte. L'ethnoprogressisme, lui, c'est une doctrine aussi économique, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que ça sort, le but est de sortir le pays de la pauvreté. C'est pas simplement de dire on est contre nous, etc. C'est génial, non. C'est vraiment l'idée que, en fait, un peuple se retrouve face à son destin et ensemble construit et bâtit son économie pour atteindre un niveau de richesse évidemment supérieur. Donc on est dans le très sérieux puisque ça touche la survie des gens. Et donc la doctrine que vous suivez, que votre peuple suit, est extrêmement importante. Puisque quand c'est la mauvaise que vous suivez, par exemple le communisme en URSS, eh bien vous précipitez des millions, voire des dizaines de millions de personnes vers la pauvreté, vers la faim, vers la mort. Et votre pays est complètement bloqué, vous ralentissez, vous perdez votre force militaire, vous perdez vos avantages, vous n'êtes plus respecté. Euh, et les gens sont malheureux, ils sont pauvres, malheureux, ils s'inquiètent de l'avenir tout le temps, il y a un stress permanent. Donc c'est pour ça que la doctrine économique est extrêmement importante, elle est capitale. Et on ne peut pas simplement dire que c'est un domaine scientifique, voire social, qui est à laisser aux économistes. Théorique, non, non, chacun, enfin en tout cas au moins les gens qui ont conscience que c'est important et qui veulent s'investir pour le bien de leur peuple, doivent avoir la conscience que la doctrine économique est fondamentale pour l'enrichissement. Et on ne sort pas d'une ornière économique simplement avec des incantations, simplement en imprimant des billets. On sort d'une ornière économique en proposant un nouveau modèle de production de richesse. Et donc c'est ce à quoi l'ethnoprogressisme s'attelle, c'est-à-dire définir un modèle de production de richesse. Concernant l'histoire de l'ethnoprogressisme, donc c'est évidemment une doctrine très récente, de 2021 en fait, pour dire la vérité, mais elle puise son fondement dans des dizaines et des dizaines d'exemples historiques. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelque chose d'utopiste à 100%, qui ne marche que sur le papier, non, en fait c'est une sorte de combinaison, de compilation des meilleures pratiques de différents pays à différentes périodes de l'histoire qui ont prouvé leur intérêt et leur fonctionnalité. Donc par exemple, toute la période de développement des pays asiatiques, le Japon, la Corée, au cours du XXe siècle, est quelque chose de remarquable, puisque ce sont des pays qui sont passés de sociétés en fait à une agriculture en gros voilà, vivrière, une petite industrie, à des puissances d'exportation mondiales. Comment est-ce que ces pays ont fait? Quels sont les principes qu'ils ont suivis? Quel a été leur focus? Pourquoi ça a marché? C'est ça qui nous intéresse. On a aussi l'Europe, évidemment, jusqu'en 1945, le phare de la civilisation. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Les choses ne se sont pas faites par hasard, il a fallu les gens pour faire ça. On peut penser aussi à la conquête
des nouveaux continents, l'Amérique, l'Australie, hein, des terres qui étaient pratiquement vierges de civilisation et qui ont été complètement transformées pour devenir les États-Unis, par exemple, la première puissance militaire économique mondiale. Donc, il y a des choses qui se passent. On ne peut pas simplement considérer tous les pays, tous les peuples comme égaux, puisqu'il y a des peuples qui ont des réalisations absolument incroyables, qui passent de sociétés primitives à des sociétés ultra évoluées, avec des technologies jamais vues dans l'histoire, et il y a d'autres peuples qui, eux, restent bloqués. Alors comment débloquer ces peuples? Comment faire en sorte que les peuples qui avancent, avancent toujours? Eh bien, en sacralisant ce qui a fait leur réussite. On ne peut pas simplement penser que c'est le hasard, que c'est une sorte de concours de circonstances. Non, il y a des vrais mécanismes en jeu. Alors on peut aussi penser à des contre-exemples, donc par exemple tous les pays communistes qui ont malheureusement eu cette idéologie comme modèle économique, eh bien ils ont été affaiblis, voire ruinés. Donc on voit que selon l'idéologie que vous choisissez, vous avez du succès, vous avez des échecs. Donc évidemment que quand vous voulez sortir de la pauvreté, vous devez choisir la bonne idéologie. Et pour donner des exemples réels, des exemples actuels, je peux citer quelques pays qui en 2021 ont des pratiques ethno-progressistes, c'est-à-dire qui, selon certains aspects de la société, ont une vision quasiment à 100% proche de l'ethno-progressisme. Je vais parler par exemple du facteur de la santé, le Japon. C'est un pays, notamment l'île d'Okinawa, avec une forte concentration de centenaires, et il y a une vision de la vie sur cette île qui est spéciale. Le fait de la connexion avec la nature, le fait de respecter les périodes de repas, etc., le fait de ne pas trop manger, le fait de manger sain, même si évidemment ce sont des choses qui évoluent avec la modernisation, eh bien c'est un ensemble culturel qui fait qu'il y a une forte concentration de centenaires. Donc ça existe vraiment des pays qui ont atteint un niveau de santé excellent. Au niveau de la communauté, donc, qui est aussi un des piliers de l'ethnoprogressisme, on peut penser à Israël, puisque c'est un pays qui est à la base fait pour les Juifs, hein, qui sont un peuple très très ancien, plusieurs millénaires, et qui a comme ça survécu à travers les âges, qui a été persécuté, mais qui s'en est quand même sorti parce qu'ils ont une vision communautaire, une vision ethnique de leur communauté, et c'est ça qui les a protégés. Donc c'est pas du tout des délires obscurs, hein, c'est vraiment en 2021 actuellement, il y a des pays qui sont basés sur des principes, en tout cas une partie des principes ethno-progressistes. Au niveau du pilier de la perpétuation, on peut penser à la Turquie, hein, qui a une vision des relations hommes-femmes assez équilibrée et qui a une bonne natalité, qui a une bonne pyramide des âges en fait. Au niveau du pilier du gouvernement, on peut penser à la Chine dans une certaine mesure, hein, pas à 100%. Mais il y a une partie du modèle chinois qu'on pourrait mixer avec une sorte de démocratie athénienne qui est vraiment pas mal puisque c'est une efficacité très forte, hein, pour prendre les décisions. C'est une stratégie de long terme à plusieurs dizaines d'années, chose que évidemment dans nos démocraties occidentales on a perdu. Au niveau du territoire, on pourrait penser à la Russie qui a un énorme partie du continent euro-asiatique avec une surface énorme, des ressources minières absolument gigantesques et qui sait vraiment bien gérer son territoire. Donc la Russie est un exemple, hein, en matière de gestion du territoire. Au niveau du pilier de la religion, on pourrait penser, dans une certaine mesure, à l'Arabie Saoudite. Alors pas par rapport à la religion qu'elle a adoptée, mais par rapport au fait de sacraliser la religion pour protéger ses citoyens, pour protéger ses membres. C'est-à-dire que la religion, c'est pas simplement quelque chose de privé, en fait, c'est quelque chose qui doit aussi être dans la vie publique, et il ne peut y avoir qu'une seule religion majoritaire dans un pays, pour qu'il y ait un équilibre réel qui se crée et une stabilité importante pour le développement économique. Et enfin, pour le dernier pilier, celui de la civilisation, on pourrait penser actuellement en 2021 à la Hongrie, hein, par exemple, qui a une sorte de vision nataliste des Hongrois, qui reconstruit des bâtiments classiques. On sent qu'il y a une énergie créatrice, vigoureuse, qui s'est emparée de la Hongrie, par son gouvernement principalement, et c'est quelque chose qui fait plaisir à voir, et qui tend vers la civilisation. Voilà, donc l'ethnoprogressisme n'est pas quelque chose qui a été inventé ex nihilo, c'est une sorte de compilation des meilleures pratiques qui sont, pour certaines, encore en application actuellement en 2021.
Concernant la partie théorique donc de l'ethnoprogressisme, en fait c'est quoi le fondement? Le fondement c'est de dire que votre ethnie, donc votre culture plus votre réalité biologique, votre famille, sont à la base de votre capacité à créer de la richesse. La richesse provient des gens. La richesse ne provient pas de systèmes financiers obscurs. Ce sont les gens qui créent la richesse en fait par leur travail, en transformant les matériaux, en cultivant les champs, en donnant des services très efficaces. Ce sont les gens eux-mêmes qui créent leur richesse. Et chaque personne a un potentiel de capacité technique, elle a un potentiel de création de valeur, elle a un potentiel de créer, de générer un surplus en fait de richesse qui va pouvoir être diffusé comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer des civilisations. C'est en ayant au même endroit et situé dans un même pays une concentration très forte de personnes ayant toute une capacité technique donc de création de richesse. Donc partant de ce constat, partant du constat que c'est l'ethnie en fait qui est directement liée à la richesse d'un pays, et partant du constat que les enfants, la descendance de cette ethnie va reproduire le même schéma puisque tout est à 80% hérité, et bien en préservant cette ethnie, vous préservez la matrice productive, la matrice qui crée la richesse de votre pays, et vous vous assurez à vous et aux futures générations un enrichissement permanent. Donc l'impact et l'implication, c'est qu'il faut avoir une politique méritocratique pour en fait favoriser les gens les plus capables, favoriser les gens les plus doués, qui vont pouvoir se reproduire plus, et comme ça améliorer petit à petit, très doucement, on ne parle pas de politique brutale et violente, mais comme cette sélection douce, indirecte, va pouvoir améliorer tout doucement l'ethnie, et ce qui fait que on va avoir un pays de plus en plus riche, de plus en plus beau, et de plus en plus confortable et évolué. L'ethnoprogressisme s'oppose au libéralisme, elle s'oppose au capitalisme, puisque ce sont des idéologies qui en fait favorisent une sorte de liberté ultime qui, à la fin, mettent en place des réseaux oligarchiques de pouvoir. C'est-à-dire que quand vous dites dans un pays que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, se créent automatiquement des réseaux d'influence, puisque tout seul vous n'êtes rien, ce n'est qu'à travers un réseau divers et variés que vous pouvez acquérir du pouvoir. Donc c'est la conséquence du libéralisme en fait, c'est que des réseaux se créent et prennent le pouvoir, et donc à la fin on a une sorte d'oligarchie qui contrôle tout. Un deuxième problème du libéralisme, c'est que il n'y a plus de morale en fait pour autoriser la vente de produits. Donc on retrouve des produits qui ont des impacts moraux et physiques absolument incroyables et dévastateurs sur un peuple. Par exemple, tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est phytosanitaire, tout ce qui est polluant, etc. L'entreprise n'a aucun intérêt à limiter sa pollution, si ce n'est que quand elle risque une amende plus forte. Et donc quand on n'a pas cette vision de protection de l'ethnie, de protection de son intégrité physique et de son intégrité génétique, eh bien on laisse faire des choses qui ne devraient pas arriver, et on a des populations qui sont contaminées, parfois sur plusieurs générations. Donc c'est très grave, et c'est pour ça qu'il faut sacraliser l'ethnie, sa santé et son futur. Et enfin, le libéralisme résout les problèmes de main-d'œuvre par l'immigration massive, ce qui évidemment est contraire au principe de perpétuation d'une ethnie, puisque si vous voulez garder ce qui a fait votre richesse par le passé, eh bien vous ne pouvez pas fonctionner comme ça pendant encore des dizaines d'années, voire une éternité, si vous modifiez votre peuple d'origine. Donc que ça soit dans n'importe quel sens possible, si vous modifiez le peuple, eh bien vous avez autre chose. Le libéralisme ne pense pas à ça. Il pense que, par rapport au fait qu'en laissant l'entrepreneur travailler, il va créer de la richesse et tout le monde va être heureux. Ce qui est en partie vrai, mais ce qui doit impérativement être contrôlé par une morale plus grande, plus structurante. La deuxième idéologie contre laquelle l'ethnoprogressisme se pose, c'est le socialisme, le communisme. C'est-à-dire que en fait, ces deux idéologies sont des systèmes de redistribution de richesses de la matrice productive d'un pays vers des éléments moins productifs. Et le socialisme et le communisme font comme si les gens qui travaillent et qui créent de la richesse, eh bien c'était quelque chose d'automatique. C'est-à-dire que dans votre pays, voilà, vous avez une minorité ou une majorité de personnes qui créent de la richesse, qu'on peut taxer à fond,
et dont on peut utiliser la force productive pour verser des allocations à d'autres qui, eux, ne travaillent pas, ou construire des projets absolument inutiles, simplement en exploitant cette minorité, cette partie en tout cas de la population qui travaille beaucoup. Donc c'est pour ça que le communisme ne fonctionne que quand vous avez ne fonctionne que un temps quand vous avez à la base un peuple doué. Mais quand vous n'avez pas ce peuple doué à la base, comment est-ce que vous faites? Et vous ne pouvez pas en fait. Le communisme ne marche pas quand vous avez des gens qui ne sont pas doués, tout simplement. Ou même dans des temps plus anciens, au temps des chasseurs-cueilleurs, au temps du Moyen-Âge, le communisme ne pouvait pas marcher. Euh, Puisque c'est un mouvement qui est apparu simplement avec la classe ouvrière, qui vous faisait croire que vous aviez plus d'intérêt en fait à être ami avec un ouvrier par exemple pakistanais plutôt qu'un médecin ou alors votre patron, même s'ils eux venaient de votre pays. Ce qui est évidemment un non-sens absolu. Vous êtes concurrents des ouvriers des autres pays, vous n'êtes pas leurs amis. Et votre vrai réseau d'intérêt, c'est votre pays, c'est votre peuple, puisque vous partagez ensemble un destin commun, vous partagez le même territoire, et vous êtes imbriqués tous dans un réseau économique. Donc les idéologies socialistes et communistes en fait détruisent les pays, puisque à force de ponctionner les gens productifs et de redonner l'argent vers les gens non productifs, simplement pour avoir leur voix lors des votes par exemple, eh bien vous découragez les productifs à travailler, donc soit ils baissent automatiquement le potentiel, ou alors ils travaillent au noir, ou alors ils se barrent du pays, ils s'en vont, et vous n'avez plus dans votre pays que les gens peu productifs, ce qui fait qu'il n'y a plus personne pour générer les services, et tout le réseau de services gratuits que vous aviez créé en fait tombe, se délabre. Généralement le communisme tombe comme ça, hein. C'est-à-dire que les services ne fonctionnent plus, les choses promises par l'État ne fonctionnent plus. Alors le système de taxation est encore là, mais il n'y a pas la réalité d'État-providence en face. C'est comme ça que les systèmes communistes tombent. Donc face à cette idéologie socialo-libérale, qui est en fait destructrice des peuples, à long terme, à moyen terme même, selon son intensité, l'ethnoprogressisme, lui, protège la matrice productive d'un peuple en la sacralisant, en disant notre intérêt suprême, c'est pas avoir un idéal de liberté, c'est pas avoir un idéal d'humanité fausse hein, d'ailleurs, mais voilà, de redonner de la richesse, un idéal chrétien en quelque sorte. C'est pas ça. L'ethnoprogressisme, c'est de dire on va protéger ce qui nous permet d'être riches en fait, ce qu'on a de plus précieux dans notre peuple. On va le sacraliser. C'est ça qui a l'intérêt suprême, c'est pas l'individu. Et c'est pas non plus des valeurs abstraites. Il n'y a rien de plus fou quelque part de se dire qu'on a mis, notamment en France, des valeurs abstraites au centre et, comment dire, en haut de notre échelle de valeurs, et en disant, bah, le peuple français, son but c'est pas de faire en sorte que le peuple français soit éternel, c'est de faire en sorte que on accède à un idéal de liberté, d'égalité, d'humanisme, ce qui est impossible à définir, mais en plus, ce qui est un dévoiement de la pensée naturelle, puisque vous n'êtes pas censé vous battre pour des valeurs théoriques, pour des mots, pour des concepts. Vous vous battez pour des gens, pour une réalité communautaire, collective, de groupe. Bref. Donc, l'ethnoprogressisme, lui, s'oppose à ça, sacralise l'ethnie, d'où son nom, ethno, donc c'est en référence à l'ethnie évidemment, et progressisme, c'est en référence au fait que on ne va pas simplement rester comme une sorte de réserve d'Indiens en étant heureux d'être entre nous. Non, c'est pas ça le but. Le but c'est qu'on utilise cette force familiale de groupe, hein, puisqu'en fait l'ethnie c'est la famille, hein, c'est une famille élargie. On utilise cette force pour progresser ensemble, pour être de plus en plus riche, pour avoir de plus en plus d'influence, pour avoir des enfants de plus en plus beaux, sains, en pleine santé, épanouis, etc. C'est vraiment une progression vers le mieux, hein. Et donc c'est ce qui vous permet de prendre les décisions politiques. Est-ce que le choix que je vais faire favorise mon ethnie, oui ou non? Si oui, je le fais, sinon je ne le fais pas. C'est très très simple en fait. Mais c'est quelque chose qui est totalement étranger actuellement en 2021 à beaucoup de pays. L'ethnoprogressisme donc se base sur les 7 piliers que j'ai cités dans la partie histoire et aussi sur la lutte des peuples. La lutte des peuples, c'est en fait ce qui régit tous les mécanismes de l'histoire. C'est tout ce qui fait les dynamiques, les guerres, les temps de paix,
les évolutions, etc. C'est qu'en fait, vous avez des peuples à la base qui étaient nomades, qui se sont sédentarisés, qui ont défini des frontières, qui se sont élargis, qui ont rencontré d'autres peuples de plus en plus proches et qui ont dû définir les frontières de plus en plus précisément au point de devoir faire un trait. Et le fait de figer les territoires comme ça a créé ensuite des déséquilibres quand il y avait un territoire, par exemple, qui grossissait en population et qui avait besoin de plus d'espace, et donc qui était très enclin à faire la guerre. Et donc cet accaparement, cette réservation des ressources des territoires crée toute cette dynamique historique en fait, puisque chaque peuple est fixé sur une partie de la terre et cherche à survivre. Et pour ça, il faut des ressources. Et donc, il y a une sorte de compétition entre les nations pour s'accaparer le plus de terres possible, pour grandir le plus possible. Il y a des jeux d'alliance qui s'ajoutent à ça, etc. C'est vraiment très complexe. Et tout ça, c'est la réalité de la lutte des peuples. C'est qu'en fait, on est en lutte les uns contre les autres. Alors, il peut y avoir des périodes de paix. Par exemple, actuellement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une paix relative. Mais il ne faut jamais oublier que c'est permis grâce aux énergies fossiles, qui nous fournissent actuellement environ 150 esclaves énergétiques par personne. Donc cette paix, elle est facile en fait à avoir, puisqu'on a tellement de confort qui est permis grâce aux énergies fossiles, qu'il n'y a plus cette tension vitale en fait pour les territoires. Mais ce sont des choses qui évidemment peuvent évoluer. Il suffit que demain les énergies fossiles ne soient plus aussi bon marché et on va assister à un changement de paradigme. Et donc cette lutte des peuples, elle se poursuit en fait depuis des millénaires. Elle continue encore actuellement, mais de manière, on va dire, ralentie. Et elle va se poursuivre encore pendant des millénaires, jusqu'à temps que, et là c'est ma vision pour l'avenir, jusqu'à temps qu'il n'y ait qu'un seul peuple qui domine la Terre en fait, puisque il y a un phénomène de massification des peuples, c'est-à-dire que les peuples, les empires et les alliances deviennent de plus en plus grandes, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une seule puissance au monde, puisqu'en fait il n'y aura que via l'avènement d'un empire mondial, d'un gouvernement mondial, peu importe quel pays le porte, il n'y aura que avec cet avènement-là qu'on pourra gérer les ressources de manière stable et qu'il n'y aura plus de compétition permanente, de guerre permanente qui va mener, de toute façon si elle continue trop longtemps, vers la fin de la Terre, puisqu'on aura consommé toutes les ressources, on aura tout brûlé, puisque les pays pour se faire la guerre ont un intérêt à polluer, ont un intérêt à avoir de plus en plus de population pour avoir de plus en plus de soldats. Donc en fait il y a une course à la destruction de l'environnement jusqu'à temps qu'il y ait un seul vainqueur qui puisse, lui, une fois qu'il est tout seul, réguler tout ça, mettre un nombre de personnes limité par exemple sur Terre. Bref, c'est tout un domaine, mais en gros, la lutte des peuples se termine quand il n'y a qu'un seul peuple qui finit par dominer la Terre entière. Et donc l'implication, c'est que si vous voulez que votre peuple survive, eh bien vous devez vous battre aussi à vos moyens. Alors pas forcément pour dominer le monde, mais au moins pour être intégré comme ça, dans une sorte d'alliance qui va vous permettre d'aller plus loin. Passons maintenant à la partie pratique de l'ethnoprogressisme. Comment est-ce que vous pouvez concrètement appliquer cette doctrine dans votre vie, dans la vie de votre pays, pour vous faire avancer? Alors tout d'abord, il faut noter que c'est une doctrine universaliste, dans le sens où elle peut s'appliquer à n'importe quel peuple sur la Terre. Il n'y a pas de discrimination de peuple. Chaque peuple, quel que soit son niveau d'avancement, peut appliquer l'ethnoprogressisme, puisque l'important dans l'ethnoprogressisme, c'est pas de dire on est les meilleurs et donc on a un droit de vie ou de mort sur les autres. C'est de dire, quel que soit notre niveau, on peut progresser encore plus. Quel que soit notre niveau de civilisation à partir duquel on part, quelle que soit la situation, même si elle est quasiment foutue, eh bien on peut quand même progresser, on peut faire en sorte que chaque jour soit meilleur que le dernier. Et donc c'est comme ça qu'on avance, c'est en prenant en comparatif nous-mêmes et pas les autres. La doctrine, en fait, peut s'appliquer aussi à n'importe quelle période de l'histoire. Un groupe de chasseurs-cueilleurs aurait très bien pu adopter une doctrine semblable pour, par exemple, favoriser les meilleurs chasseurs. Au Moyen-Âge, pareil. Et de nos jours aussi, et encore pendant très longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simplement... L'ethnoprogressisme met le doigt sur la réalité et sur le cœur nucléaire vraiment de ce qui fait la force des sociétés humaines. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoire d'abstraction, il n'y a plus d'histoire d'idéal, il
Il n'y a plus d'histoire, de déclaration. C'est vraiment, on va au cœur de la chose. Et le cœur de la chose, ce sont les gens, c'est la communauté humaine. Donc l'ethnoprogressisme, par exemple, pourrait inspirer un parti politique. Alors le but, c'est pas de créer un parti politique ethnoprogressiste. Déjà, le nom peut être différent, ça peut être quelque chose de totalement nouveau, hein, qui est pas artificiel, et qui est basé au moins sur les grandes lignes, sur la doctrine, sans d'ailleurs avoir à le dire. Mais le but, évidemment, c'est de faire en sorte qu'un gouvernement qui est en place, qui veut arriver au pouvoir, ait les outils idéologiques pour sortir son peuple de la pauvreté, puisque la gestion de foule est une chose, mais l'idéologie qui va permettre l'enrichissement de cette foule est autre chose. On peut penser par exemple à tous les chefs communistes, Staline, Mao, qui étaient d'excellents meneurs d'hommes, qui étaient d'excellents leaders, mais qui en fait ont appliqué une doctrine qui était destructrice pour leur propre pays. Donc tout est possible. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer une sorte d'idéologie toute faite dans laquelle un dirigeant va pouvoir puiser une aspiration et va pouvoir structurer sa pensée. Puisqu'en tant que dirigeant, en tant que chef, vous serez crédible simplement si vous êtes logique et constant dans votre pensée. Vous ne pouvez pas le jour A aller dans une direction et le jour suivant aller dans l'autre direction. Vous devez toujours avoir la même ligne. Et donc l'ethnoprogressisme vous permet comme ça de structurer votre pensée, votre action, et vous pouvez ensuite vous concentrer sur ce qui fait votre spécialité, c'est-à-dire être leader, donner une vision, gérer un pays au quotidien. Donc si je devais prendre une comparaison, ça serait un peu comme le communisme, hein. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement comme ça qui dit on va appliquer l'idéologie communiste parce qu'on a un rêve de société égalitaire, ou parce qu'on veut surtout choper les les votes des ouvriers, et on veut appliquer cette idéologie. Donc on met en place une sorte d'organisation qui fait en sorte qu'on va appliquer ça jusqu'au bout. Eh bien, l'ethnoprogressisme, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire qu'il y aura un gouvernement qui dit on va changer notre constitution pour être maintenant un pays ethnoprogressiste malien, chinois, pakistanais, danois, etc. N'importe quel groupe en fait. Ça s'applique à n'importe quelle échelle. Et une fois que la constitution sera définie sur des principes ethnoprogressistes, eh bien les lois pourront être faites, et comme ça le pays pourra avoir une direction fixe qui va le mener doucement mais sûrement vers la voie de l'enrichissement. Concernant les autres applications de l'ethnoprogressisme, on peut penser à votre famille, à vous-même. Si jamais vous hésitez dans les choix, est-ce que mon enfant doit jouer aux jeux vidéo? La réponse est non. Est-ce qu'il doit fumer? La réponse est non. Est-ce qu'il doit faire du sport? La réponse est oui. Tout ça, ce sont des choses que vous choisissez très très vite en fait quand vous avez la bonne mentalité, quand vous avez une mentalité ethno-progressiste au niveau de votre famille. Donc quand quelque chose est dans l'intérêt de votre ethnie familiale, donc limitée, hein, eh bien vous le faites. Et si c'est pas dans l'intérêt, vous le faites pas, tout simplement. Voilà, ça aide à structurer un peu sa manière de voir les choses. L'idéologie peut aussi s'appliquer à une sorte de religion, hein. C'est-à-dire que bon, là on n'est pas dans le politique, on est dans une sorte de communauté locale souvent, hein, qui dirait, bon nous on est les ethnoprogressistes bretons par exemple, et notre but c'est que nos familles se rencontrent, nos enfants se rencontrent, et qu'on puisse comme ça évoluer dans un environnement sain, où on a un groupe fermé, on a un groupe limité, c'est-à-dire qu'on ne tolère pas tout le monde, on a une charte graphique, hein, en fait, faciale, à respecter, et on a des activités très bon enfant, très familiales. Le but c'est pas du tout de faire de sociétés secrètes avec des complots, hein. Non, le but c'est simplement de réunir les familles, de réunir les enfants, de créer une histoire de groupe pour créer une communauté locale, tout simplement. Pour faire en sorte que par exemple le dimanche à 10h, eh bien, on se réunit dans un bâtiment commun pour parler de la vie, voilà, pour laisser parler des gens qui commentent l'actualité, qui disent, vous voyez, tel événement est arrivé, nous, en tant qu'ethnoprogressistes, on conseille de faire comme ça, ou de suivre cette direction-là. Voilà. L'idée, c'est d'être un support, en fait, pour une religion locale, un club local, où la famille, évidemment, sera mise en avant. C'est pas du tout une philosophie qui est faite pour les groupes, pour
pour les fratries, pour les réseaux oligarchiques ou les petits réseaux comme ça, business. C'est à 100% une idéologie familiale qui a pour but simplement le bonheur des futures générations. Et enfin, le dernier niveau d'application, c'est le niveau personnel, c'est-à-dire que vous-même, vous allez pouvoir bénéficier de cette doctrine qui va en fait structurer votre pensée. Donc si jamais vous vous sentez perdu dans ce monde libéral, socialiste, cosmopolite, universaliste, et que vous avez l'impression que vous faites des choses simplement parce que la société l'attend, mais pas parce que vous l'aimez vraiment, eh bien, si vous vous sentez comme ça en décalage, que vous sentez qu'il y a un manque en vous, notamment un manque religieux, un manque spirituel, eh bien tournez-vous vers l'ethnoprogressisme. Il y a des réponses qui vont pouvoir vous être utiles, qui vont en fait remettre au centre de votre attention, non pas des principes abstraits, non pas des théories utopiques, complètement étrangères, mais simplement la réalité de ce qui fait l'homme, c'est-à-dire sa communauté. Et le fait que l'homme ne vit que en communauté, ne survit qu'en communauté spécialisée. Et c'est en vous reconnectant à ça, c'est en aidant votre groupe, votre famille, à progresser, soit en la perpétuant, soit en l'aidant d'autres manières. C'est comme ça que vous allez trouver un sens à votre vie. Puisque le sens de la vie est très simple en fait, c'est simplement aider son groupe à devenir plus fort chaque jour. Pas énormément plus fort, mais un tout petit peu plus fort. Voilà. Et le fait de voir qu'on devient plus fort, c'est ça qui nous rend heureux, c'est ça qui nous comble. Et c'est quelque chose qu'on a perdu, notamment en Occident. Donc voilà, tournez-vous vers le plaisir de la vie, vers le bonheur, vers le fait d'aider les autres, et évitez tout ce qui est de la jouissance inutile, tout ce qui est l'égoïsme, tout ce qui est la jalousie, le ressentiment, tout ce qui vous mène en fait vers la dépression, vers la mort. Et privilégiez ce qui vous mène vers la vie, et ce qui est sacralisé par l'ethno-progressisme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que j'aurais pu éclairer un peu votre lanterne concernant cette doctrine qui, je pense, va vraiment être décisive pour sortir les peuples de la pauvreté, pour redonner un sens en fait à la vie et aux hommes. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller consulter mes vidéos, mes livres. Et quant à moi, je vous souhaite évidemment bonne chance pour votre chemin, votre quête de la vérité, votre quête de sens de vie. Et je vous souhaite évidemment tout le bonheur, toute la richesse du monde. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'était Grégory Book en juillet 2021. Au revoir.